Alors le Suzuki e-Vitara, donc cousin du Toyota, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle là, le petit SUV compact électrique. Ils vont le redire dans l'article, je pense. Alors on va pas tous taper parce que c'est un peu long, sinon la vidéo elle va durer 10 minutes. C'est pas le but. Donc on va lire les grandes lignes. 4,28 m de long, 144, 174 ou 184 chevaux. Oui voilà, c'est le cousin du Toyota Urban Cruiser. Bon, la forme est pas mal, la ligne ça va. Ils ont mis leurs petites pattes Suzuki pour se distinguer un peu de Toyota du coup. A noter qu'ils vont produire ce véhicule en Inde a priori. Ce Suzuki Vitara de pré-série semble réellement au point, si bien qu'on a du mal à justifier son appellation de prototype. C'est une version qui sera définitive à 95%. Donc voilà, tu retrouveras à peu près les mêmes choses sur la version de série. L'intérieur me fait penser au Niro, pour être honnête, avec la molette en bas là, les deux écrans. Il y a un air quand même. Le plastique brillant aussi noir, c'est à peu près pareil. Voyons la suite. Alors, suspension indépendante à 3 bras, qui va donc rajouter du confort. Par contre, un petit phénomène de pompage en ligne droite, apparemment. Ils sont peut-être un peu trop souples. Il y aura une version 4 roues motrices, évidemment, pour aller dans les chemins boueux. Évidemment, Suzuki étant quand même un expert des 4x4, même les thermiques à l'époque, il y en avait beaucoup. En conduite normale, la puissance se déploie à 54% sur le train avant et 46% sur le train arrière. Le ratio peut évoluer légèrement jusqu'à 60%, mais les deux moteurs synchrones à aimant permanent fonctionnent de concert en permanence. 307 Nm de couple, 193 en mode traction seulement, ce qui n'est pas énorme quand même. Après bon, ça peut suffire, mais... Vitesse de pointe bridée à 150 km/h, 0 à 100, 7 secondes 4, alors que c'est 8 secondes 7 pour la version traction. 7 secondes 4, ça va, c'est correct. Il aurait peut-être gagné à avoir 30-40 chevaux de plus, mais pour passer en dessous des 7 secondes à la limite, sous la barre symbolique des 7 secondes, mais ça reste bien, ça va. C'est acceptable, c'est ce que j'ai gagné. 428 km d'OLTP, batterie de 61 kWh. Il y a aussi une version 49 kWh de valeur brute, 144 chevaux, 346 d'OLTP. La charge est limitée à 11 kW en courant alternatif et 90 en courant continu. 45 minutes, le 10 à 80%. Voilà, on est malheureusement sur les performances du Niro et en 2025 c'est pas acceptable. Franchement, niveau recharge, c'est pas terrible du tout. Ils auraient pu faire un effort quand même. Dans les deux cas, la structure d'intégration du châssis est identique. Suzuki a conçu un cadre en acier à haute résistance de l'optique de réduire un minimum l'épaisseur et le poids de l'ensemble. L'écran, voilà ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir les infos principales, du coup. Il faudra naviguer dedans, voir exactement ce qu'il y a, mais... Il y a 70 kg de différence entre les deux batteries. Et ce, malgré ses efforts sur l'intégration, la logique d'optimisation des coûts a dirigé les équipes vers une LFP plutôt que du NMC, en dépit du poids supérieur. C'est pas plus mal. Les batteries LFP sont environ 25% moins chères que leur équivalent NMC. Et puis elles durent plus longtemps aussi. Nous les avons également choisis pour leur meilleure durabilité ainsi que pour leur conception à lame de BYD. Alors, ce qui me pose comme problème, c'est que c'est censé être des batteries lame Blade BYD et elles sont censées quand même encaisser une bonne recharge, ces batteries. Donc pourquoi ils brident à 90 en fait, kilowatts? Je comprends pas là. La technologie dite batterie Blade favorise une certaine compacité tout en facilitant le refroidissement des liquides des cellules. Elle ne peut pas effacer le poids de sa composition LFP. Il faut compter pas moins de 400 kg pour le plus petit des deux accumulateurs. Pourtant la masse à vide du moins endurant des Vitara à 1,7 tonne. Ouais, c'est normal. Et la version la plus lourde, 1,9 tonne. Ok. En comparaison, le Scénic E-Tech de 87 kWh dispose de 1,842 tonne. Et il est plus gros, et une batterie NMC. D'accord, bon après le poids, c'est vrai que c'est problématique les batteries LFP, mais bon. En vrai, moi je préférais avoir une batterie LFP sur ma voiture que NMC. Bon, le Niro a du NMC encore, mais certes ça allège le véhicule, mais durabilité, je trouve que c'est mieux le LFP quand même. Après, on n'a pas encore énormément de recul non plus pour dire si ça change vraiment quelque chose, mais... Donc pour les écrans, regroupés sous une même surface brillante, replace même convenablement la marque de son époque. C'est l'équipementier japonais Aisin qui a développé le système multimédia. Ok. Le coffre 306 litres avec la banquette complètement reculée. Les dossiers se rabattent en 3 parties 40-20-40 et l'assise coulisse en 2. C'est pas mal ça, c'est assez polyvalent. Le coffre est pas grand, mais bon, en même temps, la voiture est pas grande non plus, quoi. 1,80 m de large et 4,28 m de long. Très bonne dimension pour le coup. Bon, évidemment, ça te fait perdre de la place au coffre, mais bon, après, c'est un choix à faire. Donc vous avez le poids aussi qui est précisé encore. Forcément, c'est pas un poids plume. Après, est-ce vraiment un énorme défaut? Bon, ça serait préférable d'avoir une voiture qui pèse 1 tonne 5-6 maximum, mais bon, faut faire avec. Pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Alors, la version la plus petite en batterie
Le livraison à 9 secondes 6. Ouais, c'est pas très performant. 150 km/h pour toutes les versions, ok. 90 kW pour toutes les versions. Ils auraient pu faire un effort sur la puissance de recharge pour la grosse batterie quand même. Bon, alors maintenant, il reste plus qu'à voir le prix. S'il est pas cher, à la limite, ça peut compenser les caractéristiques un peu en deçà de la concurrence. Maintenant, s'il coûte 35-40 000 euros, il va falloir s'expliquer ce qu'il a. Il reste à voir l'inconnu du prix, quoi. Sinon, bon, il y a du bon et du moins bon, mais c'est pas non plus catastrophique. Si le prix suit, quoi. Quel est votre avis? Forte progression des ventes de VE au premier trimestre 2025 dans le monde. Après une année 2024 en dents de scie sur le marché des VE, eh bien, ça redécolle. Un total de 4,1 millions de voitures électrifiées se sont écoulées entre janvier et mars 2025. L'Europe s'en sort bien, mais la France recule. Si les immatriculations de véhicules électrifiés ont grimpé de 22% au premier trimestre, le segment du tout électrique a connu une progression encore plus importante de 27%. Par rapport à l'an dernier, sur le vieux continent, l'Europe peut dire merci à l'Allemagne, plus 37%, à l'Italie, plus 64%, mais la France, léger recul, à moins 5%. Les ventes de voitures électrifiées, donc hybrides rechargeables et full électriques, ont chuté de 18%, notamment à cause de la dégringolade sur le segment des hybrides rechargeables. La baisse du bonus écologique également, et l'absence de leasing social en début d'année. Bon, le leasing devrait revenir en septembre, normalement. Alors dans le monde, 4,1 millions, plus 9%, la Chine, à elle seule, c'est plus de la moitié, du coup, 2,4. L'Europe, c'est en dessous d'1 million, c'est 900 000. Amérique du Nord, 500 000. Et le reste du monde, 300 millions. Enfin, 300 000, pardon. Ah oui, et l'Amérique du Nord, ça marche pas trop, les VE. Hein. En même temps, là-bas, l'essence, c'est pas très cher non plus, donc ça m'étonne qu'à moitié. Voilà pour ces chiffres, on suivra évidemment le reste de l'année, hein, voir si ça augmente ou pas. La tendance est en légère hausse, donc c'est plutôt positif. Cette voiture électrique peut rouler à l'envers. Ah, c'est la voiture avec une espèce de turbine à l'arrière, là. On avait déjà parlé de celle-là, il y a quelques mois, quelques années, voire. Elle avait roulé au circuit là, anglais, là, Goodwood. La même meurtrier Sperling arrive en Angleterre, terre de passion automobile et de sportifs pas toujours comme les autres. La possibilité de rouler à l'envers ne répond à aucun besoin. Il n'est pas en soi la démonstration d'une fonction du véhicule, mais plutôt la mise en scène d'une de ses caractéristiques, l'effet de sol. En théorie, il se dit qu'une Formule 1 serait capable de rouler à l'envers grâce à l'effet de sol. La McMurtry Sperling dispose d'un effet de sol à la demande, une technologie mise en œuvre pour la première fois sur la fameuse Brabham BT46B, qui remportera la seule course à laquelle participera, Grand Prix de Suède 1978, pilotée par Niki Lauda. Trop efficace avec son ventilateur à l'arrière, elle est déclarée illégale par la FIA. Son concepteur Gordon Murray appliquera cette solution sur sa T50 depuis 2022, et la McMurtry en a repris le principe à son compte. Le système est ainsi capable de créer un vide sous le véhicule équivalent à un appui de 2 tonnes. Bon, pour tout ce qui est F1, ça sera sur mes deux autres chaînes Formule 1. Tous les liens sont en description. Démonstration en faisant rouler le véhicule sur une portion de piste réversible. La voiture est littéralement aspirée contre la piste et ne tombe pas, puisque le vide est créé par un ventilateur. Sa force ne dépend pas de la vitesse du véhicule. Outre son rapport poids-puissance, ce système permet à la monoplace Sperling d'engranger le record. Inutile de dire que cette vidéo est réalisée par des professionnels. Alors vas-y, fais voir vite fait là. Je vais passer, hein. C'est incroyable ça. Alors effectivement, ça ne sert à rien, oui. On est bien d'accord, mais je trouve la performance quand même assez remarquable. C'est fou de... La personne dedans devait avoir peur qu'elle tombe, hein, quand même. Elle a un look cette bagnole quand même, elle est incroyable je trouve. Une petite bobinette comme ça là. Vous voyez les caractéristiques pour se rafraîchir la mémoire. 1013 chevaux, 306 km/h, le 0 à 100 en 1 seconde 4. D'accord? Autonomie 483 km avec une batterie de 60 kWh, quand même. Et alors qu'elle est toute petite, 3,48 m de long, 1,58 m de large et 1,02 m de hauteur. Elle a été produite en 100 exemplaires, pour un usage uniquement piste. Bon ben voilà. On n'en verra pas dans les routes, enfin dans les rues quoi. Dommage. De toute façon elle coûtera un bras je pense. Plusieurs millions à mon avis.